Merci. Chers amis, chers camarades, merci. Chers amis, chers camarades, alors, ça y est, c'est fait, vous êtes contents? Parce que ça fait des années que vous me tannez, dans les débats, dans les cinés. Alors, comment on peut t'aider? Moi, je réponds, Picardie debout. Ouais, mais tu comprends, là, à Rennes, en plein milieu de la Bretagne. Moi, je réponds Picardie debout. Je suis pour une grande Picardie socialiste. Je suis même, quand je vais en Wallonie, je suis même rattachiste. J'ai prévu nos camarades bruxellois, donc ça ne me pose pas de problème, mais ça posait davantage de soucis en Alsace, en Corse ou en Bretagne. Donc ça y est, vous avez la Bretagne debout, vous avez la Lorraine debout, vous avez la Corse debout. Et je remercie tous les délégués qui ont été envoyés ici par le département. Merci à vous d'être présents. Merci aussi quand on vient s'exprimer comme ça dans la lumière, quand la sono fonctionne, quand il y a de la déco. C'est pas arrivé par la main invisible du marché, c'est pas arrivé par la grâce de la Providence, c'est arrivé parce qu'il y a eu du travail bénévole, du travail salarié, et des gens qui sont arrivés à 5 heures du matin, des gens qui bossent là-dessus depuis des semaines. Et je veux le dire, nous sommes travaillistes. Nous sommes travaillistes. Nous ne sommes pas travaillistes à la Tony Blair, nous ne sommes pas travaillistes comme en Angleterre, mais nous avons la conviction profonde que la société repose sur du travail qui soit salarié ou bénévole, mais c'est du travail qui est mis en commun. Il n'y a pas de jus dans le micro si jamais il n'y a pas des salariés de chez Enedis qui sont devant l'écran d'ordinateur pour vérifier que ça passe bien. Il n'y a pas de jus s'il n'y a pas monsieur derrière qui a l'air de contrôler, contrôler je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, la société, c'est du travail mis en commun. Nous sommes travaillistes, je dirais même, nous sommes des travaillistes climatiques. Notre conviction, c'est que le travail doit être orienté vers l'adaptation climatique en priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on demande à en finir avec les 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail. Quand on veut que les marchandises passent moins sur la route et davantage sur le rail, c'est du travail. Quand on veut qu'il y ait un atelier de réparation par quartier, par canton pour la mécanique, l'électronique et ainsi de suite, c'est du travail. Quand on veut changer l'industrie, l'énergie, les déplacements, les logements, la culture, l'agriculture, tout ça c'est du travail, c'est une immense masse de travail pour adapter notre société au choc climatique dans ce temps où on nous parle d'un dôme de chaleur qui s'étale sur la France. Il nous faut du travaillisme, il nous faut du travaillisme climatique. Tout ça donc pour remercier les maîtres d'œuvre de cette journée. Je veux remercier en particulier Julien et Robin. Un grand merci à vous pour votre travail. Picardie debout passe à debout, de l'échelon régional à l'échelon national, mais on ne le fait pas en solitaire, on le fait avec nos partenaires. Et je veux ici remercier, saluer la présence de nos invités, le député Laurent Baumel pour le Parti socialiste, Thomas Dossus pour les écologistes, Julien Layan et Marine David pour Génération, Hélène Bidard pour les communistes, Marine Loman-Liman pour GRS, mon camarade Alexis Probière, mon compagnon de route Gérard Filoche et Olivier Madol pour l'après, Roland Mérieux pour Ensemble. Et je salue aussi des compagnons de route intellectuels, Hervé Kempf, Christophe Rameau, Pascal Boniface, que j'ai vu dans la salle. Je vous salue, je vous appelle camarades. Je vous appelle camarades parce que nous avons devant nous un long chemin pour l'unité. Merci à vous. Il y a pour moi une part de mystère, vous savez, en l'homme, en la femme, quand je vous vois venus de Lorraine, de Touraine, quand je vous vois syndicalistes, caristes, soignants, enseignants. Il y a une paire de mystère quand il fait beau, quand il fait chaud. Et plutôt que d'aller à la mer, alors qu'il y a 1000 choses à faire, de venir passer ici une journée entière à discuter d'un manifeste debout, d'un document d'orientation, de comment va fonctionner le Parlement debout. Et c'est d'autant plus mystérieux que
vous avez signé pour en baver. Ah oui, pour en baver avec joie, mais pour en baver, c'est l'Everest en tongs, plusieurs fois qu'on va devoir monter, avec une fanfare, mais ça sera quand même l'Everest en tongs. Quand je croise des copains de gauche en ce moment, ils me disent « mais c'est dur en ce moment, non ?» Je me dis « mais putain, j'ai une maladie, on me l'a pas dit ou quoi ?» Mais quand est-ce que ça a été facile? Quand est-ce que c'est facile pour la gauche? Quand est-ce que pour la gauche, ce n'est pas David contre Goliath? C'est l'histoire de nos vies, David contre Goliath, et c'est l'histoire de ma vie. Il y a 25 ans, je lance Fakir, et quasiment aussitôt après, je me retrouve en procès. Et de bonne foi, de bon droit, je vais au tribunal pour diffamation. Il me semble que je vais l'emporter, que j'ai la justice avec moi, et finalement, me voilà en Lonesome Cowboy, à la barre, condamné à 80 000 francs d'indemnité, de peine. Je ne comprends rien à ce qui me passe. Et je sors de là, je suis KO, je suis groggy, je suis prêt à abandonner. Et il y a Thérèse Coureau, une nonne défroquée, qui me dit « Non, 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 François, tu ne vas pas lâcher ». Et là, alors que j'étais à genoux, avec les syndicats, avec les associations, elle m'a fait passer du jeu au nous, et ça a été un nous debout. Debout, aux côtés d'Hector Lubota, de sa famille, un jeune garçon congolais mort sur le chantier de la citadelle, écrasé sous 600 kilos de pierre, et il n'y avait eu aucune enquête en matière de sécurité menée par le maître d'œuvre, la ville d'Amiens. Pendant 14 années, nous avons affronté le silence de la presse locale, nous avons affronté le mépris des élus locaux et nous avons affronté une justice locale qui enterrait le dossier. Et après 14 années, c'est mon affaire Dreyfus, le maire d'Amiens, Gilles de Robien, a été condamné en appel et nous avons obtenu une plaque en l'honneur d'Hector Lubota sur la citadelle, aux côtés de la famille Lubota. Durant 14 années, nous nous sommes tenus debout. Debout, évidemment, avec les Goodyear, les Whirlpool, les Parisot, les Flodor. Debout contre la mondialisation. Debout pour des protections. Debout avec les Clure, de Merci Patron, qui risquaient de perdre leur maison. Debout contre la première fortune française. Debout contre le premier groupe de luxe au monde. Debout contre le premier flic de France. Et c'est nous qui l'avons emporté. Debout. Debout. Nuit debout contre la loi travail et son monde de François Hollande et Manuel Valls, place de la République à Paris. Debout, debout les femmes pendant la crise Covid. Et puis, Picardie debout. Nous gagnons 3 fois face à un Rassemblement national arrivé largement en tête à l'élection précédente avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella, 20 points de retard sur la ligne de départ. Mais grâce à vous, mes camarades Picard, en bête de somme, en labourant la circo, et oui c'est dur, mais toujours nous avons vaincu et nous avons vaincu debout. David contre Goliath, les petits contre les gros, c'est notre b.a.-ba, c'est notre ligne, c'est notre colonne vertébrale, le bas contre le haut, le travail contre le capital. On nous accuse et on nous accusera d'être manichéens, archaïques, marxistes. Nous répondons non, nous sommes buffettistes. De Warren Buffett, première fortune mondiale à l'époque, qui déclarait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la rapporter. Nous répondons non, nous sommes lagardistes, de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui nous dit là maintenant que ça fait 40 ans que le capital l'emporte sur le travail. Nous sommes même lombardistes, de Éric Lombard, qui, quand il était président de la Caisse des dépôts et consignations, nous disait, voilà, quand j'ai commencé comme banquier, la rentabilité exigée par le capital, c'était 7%. Aujourd'hui, on est passé à 15%. Ben, comment vous voulez, avec 15% de rentabilité, que derrière, il y ait de quoi payer les salariés, que derrière, il y ait de quoi investir dans la durée, investir sur la transition écologique.
Nous sommes donc buffettistes, lagardistes, lombardistes, mais simplement, nous avons souci de maintenir cette vérité. Et c'est dans toutes mes lettres de député, vous connaissez, je le fais par cœur, avec vous, partout où je vais. Il y a 30 ans, à la naissance du classement de Challenge, les 500 fortunes françaises possédaient 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était 20% du PIB. Et aujourd'hui, c'est 45% du PIB. Très bien. C'est gros comme une vache au milieu du couloir, mais ils ne veulent pas la voir. Ils la contournent, ils passent par en dessous. Mais où ça, il y a une vache, ils font comme s'il n'y avait rien. Nous venons juste énoncer cette évidence. Il y a une vache au milieu du couloir. Entre le capital et le travail, nous devons rétablir les plateaux de la balance. Moins pour les rentiers, plus pour les salariés, moins pour les milliardaires, plus pour les familles ordinaires. Cette vérité, on doit la répéter, mais en cherchant à innover tout le temps. Est-ce que vous vous souvenez de Sergueï Boubka? Un perchiste soviétique, et on se réveillait tous les lundis matins, et le gars, il avait battu le record du monde. Il a battu 38 fois le record du monde, mais plutôt que de le faire de 38 cm d'un seul coup, il le faisait 1 cm par an, parce qu'à chaque fois, on lui remettait un prix. D'accord? Eh bien, on a l'impression que c'est pareil en ce moment avec les dividendes. En 2022, les Échos de mon ami Bernard Arnault, titre « La distribution de dividendes atteint un record en France ». Donc, on est là. Hein. En 2023, c'était « Les dividendes atteignent de nouveaux records ». En 2024, là, les Échos étaient extatiques. Toujours plus haut, des ailes aux bourses mondiales, le CAC 40 a pulvérisé son dernier record. Et en cette année 2025, je ne peux pas, mais le record des records est battu avec des sommets inédits. Et la France, médaille d'or. En France, les entreprises tricolores ont une nouvelle fois été les premières contributrices à l'échelle européenne. Cocorico, nous sommes les champions. Nous sommes les champions du gavage. Pour eux, c'est champagne et confettis à tous les étages. Et nous n'attirons pas le champagne. On veut le champagne pour tous. On veut de la veuve Clicquot pour les prolos. Nous sommes debout partout. Est-ce qu'on est contre les élites en général? Non. Non, on ne croit pas que toutes les élites nagent dans les eaux froides du calcul égoïste. Non, on est l'ami de Marc Batty, des 100 entrepreneurs qui signent avec lui une tribune « Taxez-nous sur nos héritages ». Non, pas quand les élites remplissent leur mission, partager et protéger. Mais que voit-on? Comme dirigeants économiques, nous avons des prédateurs mus par la rapacité, mus par la voracité, qui dévorent la richesse et la planète. Vous avez aujourd'hui le mariage de Jeff Bezos. Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France, ne paye pas d'impôts sur les sociétés en Europe, passe par le Luxembourg et réussit même l'exploit de toucher du crédit d'impôt. Là, il vient de privatiser Venise. Il y a 95 jets qui sont venus pour 200 invités. Vous me direz, déjà, ils font du co-jetage. Ils sont au moins 2 par jet. Bon. Qu'est-ce qu'on dit, nous? On ne dit pas seulement pas de jet. On ne dit pas seulement ça. On ne dit pas de Jeff Bezos. On dit qu'on l'interdit de séjour. On dit qu'il dégage. On dit qu'on ne veut pas le voir chez nous. Mais bon, Jeff Bezos n'est pas élu. Mais nous avons des dirigeants politiques dont le rôle devrait être de nous protéger de ces prédateurs, de les modérer, de leur remettre les pieds sur terre. Il nous faut la démocratie pour contenir l'oligarchie. À la place qu'est-ce que nous avons des dirigeants politiques qui font la danse du ventre à Choose France devant Jeff Bezos et les GAFAM. Nous avons des dirigeants politiques qui les encouragent dans leur gavage. Je ne sais pas si vous avez vu Amélie de Montchalin qui nous parle d'austérité. Mais pour qui elle parle d'austérité, Madame la ministre du Budget? Est-ce qu'elle en parle pour Jeff Bezos? Est-ce qu'elle en parle pour les actionnaires? Est-ce qu'elle en parle pour les milliardaires? Elle est là posant en photo avec ses petits doigts comme ça pour faire la très sévère, comme si c'était une allégorie de l'austérité, alors qu'en vérité, Madame de Montchalin et ses amis sont une allégorie de la faillite française. Si la gauche avait fait 6% de déficit 3 années d'affilée sans investissement, tous les jours, on aurait 1000 éditorialistes qui nous diraient que c'est le Titanic. Tous les jours.
Ils ont fait ces 6% de déficit parce qu'ils ont fait des cadeaux à leurs amis, les riches. Mais elle nous dit là qu'il faut avoir du courage. On se doute que le courage ne sera toujours pas d'aller contre les actionnaires et les milliardaires, mais plutôt contre les caissières et les infirmières. Et elle ajoute qu'il va falloir se serrer la ceinture. Mais à qui elle va serrer la ceinture? Aux actionnaires, aux milliardaires, aux 500 fortunes? Non, eux, ils vont même pouvoir la desserrer d'un cran. Parce que toujours dans le Parisien, on apprend quoi? Que Bayrou et ses amis viennent de supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Dans le même temps, ça veut dire quoi? Ils osent tout, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît quand même. Hein. Mais ils osent tout. Ça veut dire qu'ils nous parlent d'austérité, et Michel Barnier était sans doute trop à gauche, puisqu'il avait institué une contribution exceptionnelle qui devait durer 2 ans sur les hauts revenus et une autre sur les sociétés, sur les grandes sociétés, qui devait rapporter 2 fois 2 milliards pendant 2 ans, et que là, Bayrou, Montchalin et ses amis ont décidé de le supprimer au bout d'1 an, et ils font 4 milliards d'euros, comme ça, discretos, de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes sociétés. Et dans le même temps, là, pour moi, on est au-delà de l'économique. On est dans le sadique. Il faut comprendre qu'il y a un ressort psychologique chez le dirigeant qu'ils ont envie de faire souffrir le pays. Ils ont envie de faire souffrir le peuple. Sur qui ils vont taper? Alors, ça a été dit ce matin sur les services à domicile, sur les auto-entrepreneurs, sur les artisans, sur les travailleurs du bâtiment, sur les taxis, les ambulanciers, qui sont sans doute les nouveaux privilégiés. Mais voilà, qu'ils ont le courage, comme ils disent. Ils ont le courage de s'en prendre aux diabétiques. Ils ont le courage de s'en prendre aux malades de longue durée, qui souffrent de sclérose en plaques, qui se remettent d'un cancer. Voilà leur courage. Eh bien, nous sommes debout. Nous sommes debout contre les rapaces et les voraces. Nous sommes debout pour chasser Jeff Bezos. Nous sommes debout contre leurs complices trop lisses, les petits marquis et marquises du budget. Debout contre les roitelets de l'austérité. Nous sommes debout. Mais je vous le dis, les millions, les milliards qu'on partage, le fric, l'oseille, le flouze, le pognon, le grisby, la fraîche, c'est pas pour nous une fin. Ce sont seulement des moyens. Ça ne dit pas notre but. Quel est notre but à debout? Ça a été dit aujourd'hui, évidemment, se déroule ce samedi 28 juin la marche des fiertés. Elle est née en 1969, après une descente de police à New York dans un bar gay, et après des jours d'émeutes. Et ça nous correspond bien, cette marche des fiertés. Que les homos, les lesbiennes, les trans, les bi revendiquent leur sexualité, leur genre comme une fierté, plutôt que de le subir comme une honte. Qu'ils se rassemblent dans la rue plutôt que de s'isoler, qu'ils crient, qu'ils scandent des slogans plutôt que de faire silence, qu'ils fassent la fête plutôt que de déprimer, et qu'ensemble, par leur force commune, ils lèvent un obstacle à leur bonheur. Parce que c'est notre but à nous ici, le bonheur commun. Non pas de faire le bonheur, mais de lever les obstacles au bonheur. Oui, nous sommes bonheuristes. Cette semaine, je passe dans la cour de l'Assemblée, jour de canicule, et il y avait tous les policiers, les agents de sécurité, les chauffeurs, qui étaient à l'ombre, dans un petit coin comme ça. Je leur dis, punaise, j'avais demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, mais ça serait quand même mieux que vous auriez une salle. On pourrait mettre dedans un baby-foot. Moi, je suis d'accord pour jouer la primaire au baby-foot et pour jouer la présidentielle au baby-foot aussi. Hein. Mais ouais, il me dit, ouais, c'était un policier, il me dit, ouais, bah, vous avez bien raison, monsieur Ruffin. Et puis c'est vrai que dans les années 2000, on parlait de salon de masseurs dans les entreprises, mais maintenant c'est comme ça, il faut qu'on souffre, les laborieux, on les veut à la peine. Eh bien nous sommes pour le droit à la joie, le droit au repos, le droit à la tendresse, et pour tous, pour les chauffeurs des ministres et pour leurs agents de sécurité. La marche des fiertés, parce que c'est notre rôle à nous aussi de nous tenir debout partout quand des femmes et des hommes se relèvent, viennent clamer leur fierté. Évidemment, je songe au samedi 17 novembre 2018, premier jour des Gilets jaunes, premier samedi, où je me rends devant le carrefour à Amiens-Nord, qui est à l'époque, ce matin-là, rempli de caddies. Je suis sur la Harley-Davidson de Didier, qui va nous permettre de franchir les obstacles et de se rendre à Flix-Secours, puis à Abbeville, que mon petit cahier sert de carnet de doléances, comme ensuite on fera à travers la France avec la caméra de Gilles Perret. Cet instant, au fond, je l'attendais, nous l'attendions depuis 20 ans. Cet instant où les invisibles
se rendent visibles dans leurs chasubles fluorescents. Cet instant où les muets deviennent bavards et racontent leur histoire. Cet instant où la honte du frigo trop vide, la honte de ne pas pouvoir emmener ses gamins en vacances, cet instant où la honte devient fierté, c'est nous le peuple imparfait mais le peuple qui fait, cet instant où les isolés se rassemblent, cet instant surtout où les résignés sont traversés d'une espérance. J'insiste sur cet instant, sur cet hiver jaune, parce que c'est nous debout. C'est nous quand, disons-le à gauche, la gauche comme il faut se pincer le nez, n'y mettez pas les pieds, parfois pleine de préjugés. Le dé de debout pour nous, c'est le dé du démos, c'est le dé de la démocratie. Parce que nous sommes démocrates, profondément démocrates. Parce qu'il y a le risque aujourd'hui, le danger, que peuple de gauche devienne presque un oxymore. Le peuple pour nous, c'est comme l'arbitre au foot. C'est l'arbitre de la nation, il a toujours raison. Notre peuple debout, c'est le nom de 2005. 80% des ouvriers, 71% des employés, 67% des chômeurs qui disent non. Non à la concurrence libre et non faussée. Non à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Notre peuple debout, ce sont les manifestations contre le plan Juppé en décembre 1995. Les cheminots et les postiers qui déjà, à l'époque, disent non à un mot compliqué qu'on ne comprend pas très bien, mais qui a maintenant 1000 réalités. Néolibéralisme, ils le disent, avec 10 ans, 20 ans, 30 ans d'avance. Merci à eux, voilà notre peuple debout. Mais avant, il y a nos ancêtres, ceux dont nous sommes les héritiers, ceux de la grande révolution française, le peuple des villes qui prend la Bastille, le peuple des campagnes qui fait la grande peur et prend les châteaux. Voilà notre peuple debout. Et je le dis, c'est toujours une chance pour nous. Et je regarde mon camarade Alexis Corbière. Nous avons cette chance. La gauche en France a toujours cette chance. Même quand le divorce paraît consommé entre la gauche et le peuple. Même quand ça paraît acté. Nous avons une chance, c'est d'aller nous ressourcer à la Révolution française, parce que c'est à la fois l'acte de naissance du peuple français et l'acte de naissance de la gauche française. Et donc ça nous fait un creuset commun. Et on le voit. Les gilets jaunes, qui sans doute se défileraient pas de gauche, dans une grande diversité politique, quel imaginaire ils ont aussitôt embrassé. Ils se sont définis comme les nouveaux sans-culottes. Ils ont demandé la chute du roi Macron et de sa Brigitte Marie-Antoinette. Ils ont rempli les cahiers de doléances, ils ont fait des états généraux. Et c'est l'imaginaire de la Révolution française qui sont venus ranimer en soufflant dessus. Parce que ce souffle, cette braise ne sont pas éteints. Et nous sommes là, nous, pour les maintenir et pour les ranimer. J'ai dit, le peuple des villes qui a fait la Bastille, le peuple des campagnes qui a fait la grande peur, parce qu'il nous faut un peuple de rassemblés, le peuple des villes et des campagnes ensemble, et non pas un peuple fragmenté, non pas un peuple divisé, d'autant plus que dans et hors des quartiers, qu'est-ce qu'on voit? Il y a les mêmes priorités. Un sondage est paru, les 5 premiers thèmes non seulement étaient communs dans les quartiers et en dehors des quartiers, mais ils arrivaient dans le même ordre. Vous aviez, le logement, la santé, le travail, l'éducation, et c'est seulement sur le 6e thème qu'on se séparait, avec, dans les quartiers, la police, avec, hors des quartiers, l'immigration. Et je ne dis pas que ces thèmes-là, il faut les mettre de côté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter. La police, dans les quartiers, on doit réclamer, et d'autant plus depuis la condamnation de la France pour délit de faciès cette semaine, nous devons réclamer un moratoire sur les contrôles d'identité. L'immigration, nous disons du travail, des papiers pour tous ceux qui sont sur le territoire, mais non, nous refusons l'immigration choisie. Nous ne voulons pas qu'on fasse avec les services ce qu'on a fait hier avec l'industrie, avec les mines ou la métallurgie. Voilà notre ligne. Donc ces sujets, nous ne les mettons pas de côté. Mais ce n'est pas là-dessus que nous choisissons de centraliser. Et le thème numéro 1, là, c'est le logement. Thème numéro 1, pourquoi le logement ? Parce que le pouvoir d'achat, le gros souci, c'est le logement. C'est là-dedans que part en loyer, en crédit, les revenus, les salaires. Parce que même la natalité, quand on regarde, on interroge les jeunes couples, pourquoi ils retardent le fait d'avoir un enfant ? 40% de ceux qui retardent leur premier enfant répondent par souci de logement. Eh bien,
Voilà à quoi on doit s'attacher dans un moment où on n'a jamais aussi peu construit. Et quand on construit pour quoi? 3 millions de logements vacants dans notre pays, une explosion des résidences secondaires et du Airbnb. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une gauche qui porte, voilà un enjeu populaire, qui porte tout simplement un usage comme logement, des logements. Nous sommes debout pour ça. Nous sommes debout pour ça, tout simplement. Le peuple a toujours raison, je disais tout à l'heure, comme l'arbitre de la nation. Et même quand il a tort, il faut en comprendre les raisons. Nous sommes là pour ça, nous, à Debout, nous sommes utiles à ça. Nous devons casser le ça va de soi de l'entre-soi. Notre rôle, c'est d'écouter, c'est de noter, même quand ça nous déplaît. Quand des salariés répètent assister et disent « nous, on n'a droit à rien », on doit noter. Quand ils pointent l'écart entre le salaire brut et le salaire net, on doit le noter. Quand les agriculteurs, les maires se plaignent des contrôles et des normes, d'ailleurs, tout comme les associations, on doit le noter. Quand le beau mot d'écologie devient l'un des plus détestés du pays, on doit le noter. On doit le noter non pas comme un chien qui opinerait à l'arrière des voitures, d'accord avec tout ça, mais pour se demander comment on fait du judo avec ça. On ne ferme pas les yeux, on ne se bouge pas les oreilles, on ne récite pas un catéchisme, on ne laisse pas tomber, on dialogue, on réfléchit, on cherche des solutions, on dépasse les contradictions. Parce que oui, notre peuple, notre pays est traversé par des contradictions. Et nous aussi. Est-ce qu'on va arriver aux affaires comme des planeurs d'en haut, en sachant tout, en ayant tout prévu, en ayant toutes les réponses à la clé en main? Non, ça ne doit pas être notre attitude, ni aujourd'hui, ni demain. Ces contradictions, il faudra les démêler avec le pays, avec son appui. Notre peuple, ce sont ces gilets jaunes qui écrivaient sur leur chasuble « Faire l'amour une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique. » Et nous disons oui à des nouveaux outils, oui au RIC, oui au jury populaire, oui aux conventions citoyennes, oui aux États généraux. Nous faisons le pari du peuple, qui est un pari politique. Le Front populaire, quand je lance ça l'année dernière, et que c'est avec l'espoir que le peuple s'en mêle. Si on laisse les partis, nous sommes fichus. Mais le peuple s'en mêle. 400 000 pétitions en 24 heures et qui force à dire aux partis « Soyez unis, arrêtez vos conneries » et ça se fait et on retrouve l'unité. Quand je parle de primaire aujourd'hui, c'est avec l'espoir que le peuple s'en mêle par millions et qu'ils viennent construire une unité, rouvrir un espace. Et nous faisons le pari que dans 2 ans, nous aurons une majorité. Nous aurons un peuple debout pour des choses simples, pour des évidences, pour que les Français, tous les habitants de notre pays puissent vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre. Un peuple debout pour qu'en matière d'impôts, les petits payent petits et que les gros payent gros. Un peuple debout pour l'égalité. L'égalité devant la santé, l'éducation, la police, la justice. Qu'importe le lieu d'habitation, qu'importe la couleur de peau, qu'importe la religion, nous faisons le pari que dans 2 ans, nous aurons pour tout ça un peuple debout. Hier, j'étais au village des aidants à Abbeville, et c'est des barnums qui sont installés par des associations pour venir appuyer tous ceux qui, dans leur famille, s'occupent des personnes âgées, s'occupent d'une personne qui souffre de handicap. Et vous savez, c'est grosso modo 1/3 des aidants qui, d'épuisement, meurent avant les aider. Il y avait là des tas de métiers, auxiliaires de vie évidemment, des socio-esthéticiennes, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, des relayeuses. Et ce que je leur disais, c'est quand on a l'impression partout dans le monde que la civilisation recule, vous êtes celles qui discrètement faites avancer la civilisation. Évidemment, ça avait l'air un peu décalé, un peu grandiloquent, mais venant de moi, elles n'en sont pas tellement surprises. Je leur disais, ben là, il y a 50 ans maintenant, un peu plus, on disait un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité quand on marchait sur la Lune. Et sans doute qu'aujourd'hui, le progrès, c'est ce que vous faites. C'est vous qui faites faire des grands pas à l'humanité.
À l'entrée de la salle, quelqu'un m'a vanné, je me souviens plus, en disant « Oui, bien sûr, il y aura des auxiliaires de vie. » Ben oui, parce que c'est notre projet politique. C'est le projet politique que nous portons. Auxiliaire de vie, accompagnante d'enfants en situation de handicap, assistante maternelle, assistante familiale, vous êtes l'incarnation du projet politique que nous portons. Comment ça se fait que cet immense continent, 5 millions de femmes, en comprenant les femmes de ménage, comment ça se fait que cet immense continent, on ne le voit pas comme un immense continent? Comment ça se fait qu'on le voit juste comme des petits îlots? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une conscience de classe, pour ainsi dire, comme on a réussi à la construire au XIXe siècle avec le mouvement ouvrier sur la figure plus masculine? Comment ça se fait? Je pense, je réfléchis, je me dis d'abord, il y a que c'est un salariat qui est plus éclaté. Il y a aussi que, au fond, cet État social, et je vois Christophe Rameau qui a publié une somme sur l'État social et qui nous dit dans son livre, finalement, vous vous rendez pas compte, arrêtez de nous embêter avec l'État cassé et puis tout ça, je caricature évidemment, mais qui nous dit, mais regardez, en vérité, l'État social, il continue de progresser. Et de fait, ces métiers-là, il continue d'y en avoir toujours de plus en plus. Mais c'est comme si, à la place d'être voulu, à la place d'être organisé, c'était subi, c'était du malgré soi dans la société. Nous, nous sommes là pour le vouloir et pas pour le subir. Nous sommes là pour l'organiser et pas pour que ça soit du malgré soi. Parce que là, c'est du malgré soi. Je les interroge, il y a des prestataires, il y a des mandataires, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des temps partiels, évidemment, beaucoup. Donc, c'est-à-dire, ça se construit par le petit, sans que ça se voit, dans un coin, parce qu'il faut raccommoder des bouts de budget comme ça. Je pense que les gilets jaunes dont je parlais ont été un premier moment dans une conscience de classe. Vous savez, quand on allait sur les gilets jaunes, chez les hommes, c'était des caristes, c'était des camionneurs, c'était des métiers du flux et de la géologistique pour beaucoup. Et chez les femmes, c'était ces métiers, ce que j'appelle les métiers du lien. Deuxième grand moment de prise de conscience de classe, c'est évidemment la crise Covid, où ça perce jusqu'au sommet de l'État qui vient dire « Président de la République, oui, je sais, je me radote, mais profitons des 12 secondes où Emmanuel Macron a été de gauche. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent si mal et qui ajoutait, citant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales reposent sur l'utilité commune. » Voilà notre projet. Parce que placer ça en notre cœur, et j'utilise le mot cœur à dessein, c'est le cœur de notre projet, c'est un projet du cœur. Placer ça en notre cœur, c'est à la fois une lutte populaire, 5 millions de femmes populaires, c'est une lutte sociale, des femmes qu'il s'agit de sortir de la pauvreté, c'est une lutte féministe, parce qu'à 95%, ce sont des femmes, et enfin, c'est une lutte antiraciste aussi, parce que très largement, dans les métropoles, ce sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Mais peut-être qu'avant tout, c'est un projet écologique. C'est un projet écologique parce que ça vient interroger ce qu'est le progrès. Est-ce que le progrès, c'est l'innovation technologique ou est-ce que le progrès, c'est du progrès humain? Et dès les années 70, il y a une disjonction. Jusque-là, pendant un siècle, le plus a signifié du mieux. Jusque-là, il y avait une corrélation entre le PIB et les indices de bien-être. Et à partir des années 70, vous avez une disjonction. Le PIB n'entraîne plus automatiquement une hausse des indices de bien-être. Ça veut dire qu'il y a pour nous un autre chemin de progrès humain que celui de la croissance, que celui du PIB, que celui de la technologie. Il ne s'agit pas de la refuser, mais peut-être que la modernité, il faut une bataille sur ce qu'est l'imaginaire de la modernité. Peut-être que la modernité, c'est moins des nouvelles technologies et l'IA que ces héroïnes de la transition qui rendent notre société vivable. La modernité, c'est le professeur, ce n'est pas la téléconférence. Et je veux ajouter aux femmes que je cite d'autres visages qu'on ne voit pas non plus. Qu'on pense, bien sûr, aux soignants, aux enseignants, mais au ménage et à l'administratif. À l'administratif, vous savez, il y a des maires là. Qu'est-ce que vous feriez sans votre secrétaire de mairie? C'est la secrétaire de mairie qui est là et qui tient tout en vérité. Et dans les petits villages en particulier.
Mais c'est la même chose dans les hôpitaux, c'est la même chose dans les tribunaux, c'est la même chose dans les commissariats. C'est-à-dire que sur le plan administratif, sur le plan du ménage ou sur le plan du soin, c'est celle qui assure l'intendance derrière, c'est celle qui assure la base, qui permettent la production devant. Et bien voilà ce qui, je crois, est au cœur de notre projet, est au cœur de notre projet politique et est au cœur d'un pari électoral. Un pari électoral de parler, de réussir à parler, de parler que les auxiliaires de vie dans le pays, les femmes de ménage, les secrétaires... Vincent Baugé, candidat de la gauche aux élections municipales. Et nous serons avant ça, mercredi, autour de Lucie Castet, avec vous tous ici présents et les absents qui ont toujours tort. Je veux le dire parce que nous n'irons pas, nous, en solitaire, nous irons pour rencontrer des partenaires. Nous irons parce que nous voulons une primaire, et une primaire de débordement qui se chiffre en millions. Nous irons pour porter aussi un plan de redressement qui ne soit pas qu'un contre-budget avec des chiffres, mais qui soit aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre un pays qu'ils ont mis à genoux, comment on va faire pour le remettre aussi moralement debout. Et à l'automne, nous aurons un média debout. Nous aurons un média debout pour donner des voix, des vies, des visages à nos colères et à nos espoirs, pour ne jamais oublier pour qui on se bat. Nous y verrons notre France. Notre France, c'est Laurent qui raconte les galères pour sa mère, grabataire, les EHPAD trop tristes, trop sinistres qu'il a visités, pour finir chez Orpea, les économies avalées chaque mois, parce qu'après tant de promesses, il n'y a toujours pas de loi grand âge. Rien pour vieillir dignement, à la fois à son domicile et en établissement. Et la dernière étape de la vie devient une angoisse, une incertitude. Notre colère, elle est là. Notre France, c'est Jean-Michel, dans sa ferme fabrique de yaourt à Blain, un patron, oui, avec ses 13 salariés. Jean-Michel, il est venu du côté obscur de la force, de la très grande multinationale américaine, et qui s'est mis en repenti à l'artisanal. Et nous avons besoin à Debout, nous avons besoin d'entrepreneurs, de créateurs, d'innovateurs pour notre France, des entrepreneurs, des créateurs, des innovateurs, des start-upers même, si vous voulez, qui ne feront pas ça pour des dividendes, qui ne feront pas ça pour les profits, mais pour l'humain, pour le pays, pour la vie. Notre espoir, il est là. Notre France, c'est Ahmed, cadre à la SNCF, trésorier d'un club de foot. Lui qui est né et grandi en Picardie, passé, comme il le dit, par les écoles de la République, qui aime la France et qui, lassé d'écouter, se prépare à l'exil et confie à son fils « Projette-toi dans l'avenir, projette-toi dans tes études, mais ne te projette pas en France. Notre colère, elle est là. » Notre France, c'est Sadia, ma coiffeuse au quartier Nord, sur la place Marivaux. Sur le parking devant chez elle, il y a bien sûr des jeunes qui traînent, et elle sert de médiatrice pour sa clientèle. Elle me raconte. J'avais ma journée LGBT. Tout est nasso qui venait pour se faire coisser. On les repère à des kilomètres. J'ai prévenu les jeunes du quartier. Je leur ai dit, ils sont comme vous.
Ils souffrent du rejet, ils se sentent étrangers. Ils sont arrivés, mais LGBT, et tout s'est bien passé. Notre espoir, il est là. Notre France, c'est Jérémy, un ami qui nous dit « Avant, à l'étranger, j'étais fier d'être français. Maintenant, j'ai honte et je me tais. » La honte naît du silence sur Gaza. 2 millions de personnes, de femmes, d'enfants bombardés, déplacés, affamés, et le président de notre France qui se tait. Le président de notre France qui n'a toujours pris aucune sanction. Oui, il nous faut un embargo comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Oui, il nous faut priver de visa tous les alliés politiques, culturels, sportifs de Benyamin Netanyahou. Oui, il nous faut reconnaître tout de suite et sans condition la Palestine comme État. Notre France, c'est Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et qui fait flotter sur sa mairie le drapeau palestinien. Lui se fait sermonner par le préfet qui lui demande en urgence de, je cite, « retirer sa décision de pavoisement ». Mais Patrice lui répond, courtoisement, « Vous ne m'avez rien dit quand, il y a quelques mois, nous avons fait flotter sur notre mairie le drapeau ukrainien ?» Parce que, pour lui comme pour nous, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Pas un droit international à géométrie variable, pas d'hémiplégie dans l'humanité. Notre espoir, il est là. Nous éprouvons de la colère pour notre pays, un sentiment d'abaissement économique, industriel, écologique, diplomatique, mais par-dessus tout, sans doute, un sentiment d'abaissement moral. Heureusement, avec Laurent, Émilie, Claire, Jean-Michel, Ahmed, Sadia, Jérémy, Patrice, heureusement, nous sommes là pour relever ça, nous sommes là pour la France qui l'ont mis à genoux, nous allons la remettre debout avec vous, notre espoir, il est là, voilà le plan, et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous.